Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour et bienvenue dans ce 37e épisode du podcast Culture Nutrition. On va plonger ensemble dans les microalgues pour explorer l'univers de la transition protéique opérée par la jeune start-up Edonia. Elle a été créée en 2023 et j'ai le plaisir de recevoir Hugo Valentin, CEO et cofondateur. Hugo, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégory, merci beaucoup pour l'invitation. Bah écoute, avec grand plaisir. Alors, du coup, pour la petite anecdote, on enregistre là au mois de décembre 2024 et juste hier, c'est un peu les hasards du calendrier, on s'est déjà croisé avec Hugo dans le train et à Paris, puisqu'on était tous les deux à un événement qui s'appelle le New Food Paradigm. Alors, je le prononce à la française, mais voilà, qui est un événement dédié à la food tech organisé à Station F. Et du coup, voilà, on s'est déjà croisé hier avec Hugo, mais on a gardé l'essentiel des sujets sur l'histoire d'Edonia et sur l'histoire entrepreneuriale d'Hugo pour aujourd'hui, pour qu'on puisse ne pas trop dévoiler de secrets de la discussion. Alors, on va commencer Absolument. par le commencement, Hugo, le nom de ta startup que tu as cofondée, Edonia. J'ai fait quelques petites recherches qui m'ont amené vers un peuple antique du côté de Thrace. Est-ce que ça a un rapport ou pas du tout? Non, mais ça aurait pu, c'était une bonne recherche. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on est tombé sur le nom. C'était un mélange de pas mal de réflexions qu'on avait. On est allé explorer des termes dans différentes langues autour de notions qui nous inspiraient. Celle de la lumière notamment et celle de se nourrir, inspirée par le fait que on travaille sur des microalgues, notamment de la spiruline qui fait de la photosynthèse pour croître et générer du nutriments. Donc, c'est des choses qui nous ont un peu inspirés. On a combiné des mots comme ça, on est tombé sur Edonia et finalement ça nous a beaucoup plu parce que je sais pas si tu l'entends, mais il y a un petit clin d'œil vers l'hédonisme et ses notions de Oui, plaisir le qui sont plaisir. aussi vraiment au centre de notre démarche. Donc on aimait bien cette connotation vers le plaisir, ce qui est notre vraie aspérité dans ce domaine des ingrédients proches de la nutraceutique et de la nutrition, en tout cas du domaine dans lequel était bien connue la spiruline. Je vais te l'expliquer pendant ce podcast, mais nous, on a vocation à amener cet ingrédient dans le champ de l'alimentation et du plaisir. Donc, on apprécie particulièrement le fait que dans Edonia, on entend un petit peu hédonisme et cette notion. Oui, c'est important de le rappeler parce que le plaisir, ça reste quand même essentiel en matière d'alimentation. Parfois, on finit par l'oublier dans les innovations alimentaires ou dans les innovations de certaines startups de la food tech, comme certaines qu'on a pu justement voir hier. Donc justement, on va en parler de cette matière première chez Edonia, qui sont les microalgues, et plus particulièrement, tu l'as évoqué, la spiruline, que vous transformez en substitut de viande. Alors justement, avant qu'on parle de ce marché des alternatives à la viande, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la spiruline et du pourquoi de ce choix de la spiruline comme matière première de base? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Nous, on est convaincus chez Edonia que les microalgues représentent une opportunité considérable, que c'est une des protéines alternatives les plus prometteuses et aussi peut-être les moins exploitées, en tout cas en dessous de leur potentiel réel. Euh, Moi, pour ma petite histoire personnelle, c'est quelque chose que je consomme en complément alimentaire depuis mon adolescence, donc j'ai un rapport assez intime et particulier à cette matière depuis plus de 15 ans maintenant. Euh, Nous, ce qui nous passionne vraiment dans les microalgues et la raison pour laquelle on a créé Edonia, c'est pour ses vertus environnementales. C'est une matière qu'on peut créer avec un très faible impact environnemental, peu d'eau, peu d'énergie, peu de surface au sol, donc ça nous semble particulièrement pertinent là dans le contexte actuel. C'est des matières qui sont très connues plutôt pour leur qualité nutritionnelle. La spiruline, on en entend parler comme un des meilleurs aliments sur notre planète parce que c'est extrêmement riche en protéines, une protéine très complète avec tous les acides aminés essentiels et une très large palette de micronutriments, notamment le fer. Et puis, c'est des matières qui sont déjà disponibles dans le sens où on sait déjà la cultiver. Il y a des systèmes de supply chain en place un peu partout sur la planète. On la trouve déjà en nutraceutique, en pharmacie, parapharmacie. C'est déjà autorisé pour l'alimentation humaine. Il y a déjà un petit peu de notoriété du consommateur. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement intéressant, contrairement à d'autres protéines alternatives sur lesquelles il y a plus de barrières, on va dire. Donc pour toutes ces raisons-là, le nutrition, environnement et disponibilité, nous, on a voulu se concentrer spécifiquement sur ces matières-là, sur les microalgues et en premier lieu la spiruline, puisque c'est l'une des plus riches en nutriments, intéressante et vertueuse d'un point de vue environnemental et déjà connue et disponible pour les consommateurs.
Parce qu'avant de fixer votre choix sur la spiruline en particulier, vous aviez benchmarké avec d'autres microalgues qui auraient peut-être d'autres profils nutritionnels? Ouais, absolument, toujours, avec cette, «contrainte» entre guillemets, en tout cas ce choix stratégique de travailler sur des microalgues qui sont déjà, autorisées en alimentation humaine pour pas faire face à cette barrière réglementaire. Donc, on a beaucoup regardé la chlorelle et on continue de le faire, qui est l'autre microalgue qui nous semble vraiment intéressante à ce titre. Dans la suite de notre parcours, on va travailler à exploiter aussi notre technologie, que je te présenterai un peu plus tard, pour travailler et transformer d'autres souches de microalgues, notamment la chlorelle, parce qu'il y a un vrai intérêt dessus. Et après, bah, le fait est que moi, j'ai eu une expérience qui précède Edonia déjà sur la spiruline. Je me suis formé à la culture de la spiruline, j'ai entrepris une première société sur cette thématique, donc j'avais déjà travaillé aussi avec certains de mes associés sur ce sujet spécifique, ce qui a évidemment orienté notre choix, parce qu'on avait déjà exploré, compris quelques éléments clés qui nous ont permis d'aller relativement vite sur le développement de nos produits, parce qu'on avait déjà une certaine maîtrise de ce sujet. On reviendra parce que ça m'intéresse de reparler aussi de ta précédente expérience Avec entrepreneuriale, parce plaisir. que du coup, tu n'en es pas à ton coup d'essai, c'est bien. Mais pour creuser un peu sur, l'activité d'Edonia aujourd'hui, vous travaillez avec des gens qui cultivent des microalgues puisque vous ne le faites pas forcément vous-même et tu nous expliqueras, juste après, quels est les procédés que vous avez mis en place. Mais pour repartir vraiment de la source, c'est quoi votre cahier des charges? Comment vous sourcez justement cette, spiruline? Bah, écoute, tu vois, je le disais en introduction, énorme potentiel, mais nous, on voit un gros point de blocage, en fait, qui fait que les microalgues ne percent pas dans nos habitudes alimentaires. C'est l'expérience de consommation. C'est des matières qui sont très souvent déshydratées après avoir été cultivées et qui, du coup, sont proposées aux agro-industriels ou aux consommateurs sous forme de poudre. Des poudres qui sont vertes, qui sont parfois odorantes, avec des goûts et des odeurs qui sont un peu complexes et qui ne permettent pas forcément d'être utilisés facilement par les agro-industriels qui s'intéressent à ces matrices pour leurs vertus écologiques, nutritionnelles, mais qui peinent un peu à développer des produits vraiment gourmands et vraiment appétants à partir de ça. Donc nous, notre rôle, la place qu'on a choisie dans cette chaîne de valeur, c'est de travailler précisément sur la transformation pour résoudre ce sujet et créer les expériences de consommation autour des microalgues. Donc c'est comme ça qu'on se positionne entre les gens qui cultivent de la spiruline, tu le disais, et les agro-industriels qui vont développer des offres alimentaires pour leurs consommateurs. Donc nous, notre modèle, c'est en effet de se fournir auprès d'un réseau de cultivateurs partenaires de cette biomasse brute de microalgues, avec, tu le disais, un cahier des charges un petit peu spécifique sur des valeurs nutritionnelles et surtout sur la qualité de la biomasse pour assurer un niveau de qualité compatible avec les enjeux de qualité et de standards, on va dire, des agro-industriels, qui va être aussi permis par l'unicité de notre technologie et sa capacité à, on va dire, à lisser les specs, à standardiser, à hygiéniser la matière pour fournir quelque chose de qualitatif et travaillable à l'échelle industrielle pour les acteurs qui sont nos clients. Mmh. Et donc du coup, vous sourcez cette matière première et c'est à ce moment-là où vous allez créer de la valeur puisque vous transformez ces microalgues via un procédé que vous avez développé qui s'appelle l'édonisation, pardon, pour arriver, je te cite, à une texture proche de la viande hachée. Est-ce que tu peux nous rentrer un peu plus dans le détail de ce procédé? Alors sans évidemment, dévoiler des brevets ou des secrets industriels, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur quel est le cœur de votre savoir-faire? Oui, avec grand plaisir. Je le disais, le rôle de Edonia, de notre société, c'est de créer les expériences de consommation des microalgues et de vraiment libérer leur potentiel en trouvant des applications en alimentation qui peuvent toucher des publics très larges et vraiment massifier les usages. On part du point de complexité qui est l'expérience organoleptique de cette matière et on a créé un procédé qui nous permet de transformer la biomasse brute de microalgues en effet un ingrédient texturé qui peut remplacer de la viande hachée. Ce procédé, on l'a créé avec les unités de recherche d'AgroParisTech. Euh, on l'a appelé l'édonisation en référence au nom de notre société pour lui donner un nom, puisque c'est quelque chose d'absolument unique sur lequel il n'y a pas de précédent dans l'agro-industrie. On le protège par un brevet et par du savoir-faire secret, ce qui fait que je ne vais pas, comme tu le disais, te dévoiler l'ensemble de notre traitement, mais je peux t'expliquer les grands fondements. Si tu veux, ce procédé, il va avoir
trois usages principaux pour transformer la matière. Le premier, c'est de faire évoluer la couleur. On se décontraint du vert et on obtient une couleur marron foncé, presque noire, qui permet des usages alimentaires plus larges, notamment en remplacement de viande hachée. Donc, premier sujet sur la couleur. Un deuxième sur le goût. On a réussi à se décontraindre de ces procédés qui peuvent faire apparaître des off-notes, des notes un peu amères, un peu algales, un petit peu fishy. Et au contraire, on a réussi à travailler sur des précurseurs aromatiques qui sont présents dans la biomasse, qui nous permettent, qu'on sait maintenant concentrer et révéler pour obtenir un goût, une belle base umami assez neutre avec un côté exhausteur de goût et des petites pointes, des notes grillées, salées, fumées, assez intéressantes. Donc un deuxième gros sujet sur le goût. Et Qui donc enfin, évoque bien les notes qu'on retrouve sur des produits à base de viande. exactement, sur assez proches des goûts des matières de protéines animales. Et le troisième sujet, c'est celui de la création de textures. Et c'est là-dessus qu'on a aussi un vrai point d'unicité sur laquelle on a construit notre propriété intellectuelle. On arrive à créer de la texture, de grains moelleux avec un petit peu de mâche, un petit peu de rebond, quelque chose d'assez délicat, assez subtil et plutôt agréable en bouche. Et ça, sans passer par les technologies déjà existantes dans l'industrie, qui consiste en général à fragmenter la matière, isoler la protéine et à l'extruder avec des systèmes de haute pression, cisaillement, etc. pour créer de la texture. Nous, on arrive à le faire avec un procédé qui est beaucoup plus naturel, qui ne nécessite pas de fragmenter la matière, de l'extruder. On n'est pas sur des hautes pressions, des hautes montées en température, et surtout, on n'utilise aucun agent texturant et aucun arôme non plus pour créer le goût. Donc voilà, on a un procédé qui est complètement naturel. Il y a un gros challenge scientifique derrière, et c'est vraiment là-dessus qu'on s'est appuyé sur les connaissances des unités de recherche d'AgroParisTech, qui est de générer de la texture en convoquant les qualités gélifiantes de certaines molécules de la microalgue, sans les extraire, sans les isoler, pour qu'elles texturent la biomasse elle-même, afin d'arriver à créer des petits grains à partir d'une matière qui est informe. Et donc voilà, le goût, la texture et la couleur, c'est les trois gros champs de modification de notre technologie qui nous permet de partir d'une biomasse qui est très difficile à traiter, d'en faire un petit grain intéressant en goût avec une belle couleur qui peut être très facilement utilisable par des agro-industriels, par des acteurs du food service, des chefs, etc. On rentrera un peu dans les détails des applications, mais c'est en ça que consiste notre techno. OK, et j'avoue, pour l'avoir, déjà dégusté, le produit, mis en œuvre, je sais plus, je crois que c'était des lasagnes que tu m'avais fait goûter une fois, c'est possible? Ouais, Ouais, c'est possible, des heu, sauces bolognaises en général, voilà, c'est ça, on fait et des le maquettes de ce le type-là. produit est vraiment bluffant, à la fois, comme tu le décris, tant sur la texture que sur le goût. Le produit, il est vraiment, très, très similaire à de la viande hachée type, bœuf haché. Type bolognaise. Donc c'est vraiment un très beau produit. Et pour rebondir sur ce que tu disais, j'aime bien l'expression, on a convoqué les propriétés texturantes naturellement présentes dans l'ingrédient. Ça veut dire que du fait que tu n'ajoutes pas d'autres ingrédients ou additifs, tu peux considérer que ton produit il est clean label. Ouais, il est complètement clean label et en fait ça nous fait un énorme point d'unicité dans l'écosystème qui est le nôtre des protéines texturées, des alternatives à la viande hachée. Hem, Dès que tu, travailles sur des isolats ou concentrats protéiques, de pois, de soja par exemple, pour faire des alternatives à la viande, hem, tu rentres dans un certain niveau, de transformation, en l'occurrence là d'hypertransformation puisque tu travailles dans une logique de fragmentation sélective de ta matière. Et ça, ça empêche de pouvoir revendiquer des hauts niveaux de naturalité. Et donc nous, on est une des seules alternatives à la viande qui peut se permettre d'alléguer, par exemple, ingrédients simples dispensés par l'agence GOOM qui travaille sur ces sujets de naturalité. Et ça nous fait un très gros point d'unicité. Effectivement, tu l'as compris, c'est dû au fait que on ne fragmente pas la matière, on ne met pas d'additifs, on travaille sur un procédé qui est complètement naturel. Mmh. Et derrière ce côté clean label, il y a aussi, je pense, une volonté, et le fait de travailler sur des alternatives, aux protéines animales. Il y a une volonté aussi, environnementale derrière votre projet, clairement, au-delà de l'impact santé sur les consommateurs. Et qu'est-ce qui t'a amené à cette forme d'engagement alimentaire? C'est des réflexions personnelles qui ont émergé il y a 5-6 ans maintenant, qui m'ont poussé à réfléchir
ce que j'avais envie de faire de ma carrière professionnelle et quel serait mon engagement, comment je pouvais combiner un peu mes convictions personnelles avec mon activité pro. Et l'entrepreneuriat sur ce sujet de l'alimentation durable m'est venu comme une évidence parce que je considère que l'alimentation est vraiment un super champ de travail pour s'engager sur ces sujets environnementaux, parce qu'il est à la croisée de pas mal de pas mal de sujets. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est orienté. Et ensuite, je te le disais aussi en introduction, il y a un rapport personnel aux microalgues. C'est comme ça que sont nées les réflexions sur le- l'intérêt l'intérêt d'un point de vue environnemental de ces matières, et du coup l'envie de massifier, de favoriser les adoptions à grande échelle dans l'alimentation de ces matières pour qu'elles sortent un peu de ces niches paramédicales et nutraceutiques, pour qu'on puisse en faire un aliment qu'on puisse manger à plus grande échelle. Donc c'est comme ça que s'est orientée la réflexion entrepreneuriale, et c'est ce qui est toujours au centre de la mission d'Edonia. Aujourd'hui, par exemple, on est très fiers de notre analyse de cycle de vie sur notre produit, où évidemment, à quantité de protéines équivalentes, on est beaucoup plus performant que la viande hachée qu'on peut venir substituer sur des notions de CO2 équivalent émis, de consommation d'eau et de surface au sol nécessaire. Et on est même sur un vrai dépassement de l'univers du végétal, parce que contrairement à un champ de pois ou de soja, pour cultiver des microalgues, tu as besoin de beaucoup moins de surface, moins d'énergie et beaucoup moins d'eau. Ça peut paraître paradoxal, mais en fait, on est en système fermé, donc par rapport à l'irrigation d'un champ, on a besoin de beaucoup moins d'eau et moins de surface. Donc voilà, aujourd'hui, on est très fiers de pouvoir positionner cette alternative à la viande parmi les plus durables de son écosystème. Et au cœur de notre mission, il y a ce sujet de travailler à vraiment l'émergence à grande échelle de ces solutions, de ces aliments protéiques qui ont un très faible impact environnemental et qui sont surtout très résilients, parce qu'on peut les cultiver dans des contextes où on va être sujet à des crises hydriques, à des sujets de désertification, assèchement des sols, saturation des terres arables. Pour nous, les microalgues vont être un superbe relais aussi par rapport à l'animal et au végétal qui sont déjà au cœur de notre alimentation. Mmh. Et donc, on l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est ton ta 2e expérience entrepreneuriale sur le monde de la spiruline. Tu peux nous parler de la marque que tu avais précédemment créée qui s'appelle AMI? Oui, bien sûr. En fait, on était déjà dans cette même logique entrepreneuriale et cette réflexion de trouver les usages de consommation des microalgues. À l'époque, on s'y prenait par une autre voie, celle de créer une marque, tu le disais, d'engager une communauté, de référencer des produits à base de spiruline qu'on essayait de bien marketer dans les rayons des enseignes les mieux positionnées sur ces sujets, spécialistes du bio en l'occurrence. C'est quelque chose qui nous a appris énormément, déjà sur l'entrepreneuriat au sens large, et surtout sur la perception des consommateurs. On a fait goûter des milliers de personnes des produits à partir de spiruline, recueilli des avis, compris quelles étaient les motivations et à l'inverse les freins et les réticences autour de ces matières. On a trouvé aussi énormément de champs d'expérimentation sur la matière, et c'est comme ça qu'on a trouvé en fait les prémices de ce qui est devenu Edonia aussi. C'est en faisant beaucoup de recherche et développement exploratoire, on va dire, qu'on a vu qu'on pouvait potentiellement positionner ces matières vraiment au cœur de l'assiette, en, on va dire, face à la viande hachée d'un point de vue commercial. Et il a été très clair que c'était comme ça qu'on pouvait avoir le plus d'impact dans notre mission et dans nos convictions, de positionner les microalgues au cœur des assiettes des gens, de trouver des vrais usages, de parier sur ces matières en tant que vraies protéines alternatives, ce qui a expliqué qu'on a cessé notre première activité pour vraiment créer Edonia, et on est du coup beaucoup plus aligné aujourd'hui en termes d'ambition, d'impact et de positionnement. On est vraiment là avec Edonia dans la pleine exécution de ce qu'on veut faire avec les microalgues et d'impact qu'on recherche au travers de cette activité. Mmh. Est-ce qu'on peut considérer que Edonia est une forme de pivot de AMI ou c'est un nouveau projet, qui est reparti, pratiquement de la feuille blanche? C'est une autre société qu'on a travaillé avec d'autres associés, qui est pas du tout sur le même modèle. C'est une entreprise qui a vocation à être une scale-up industrielle, vraiment B2B. Donc, en termes de modèle, non, elle n'a rien à voir avec notre première société. La conviction entrepreneuriale derrière et le sujet est en effet le même, mais la boîte n'a rien à voir tant dans son modèle que là où on pose notre énergie, et que
le produit qui en est issu in fine. Donc c'est plutôt un sujet de parcours personnel et de parcours entrepreneurial que de pivot ou de spin-off ou des choses comme ça. Et la marque Ami existe toujours ou vous l'avez mise en stand-by? Non, on a fermé la société. D'accord. Alors justement, tu disais que vous étiez plusieurs associés chez Edonia. Vous êtes 3, si j'ai bien compté, Tout à fait, cofondateurs, donc toi, avec Hugo, ainsi AgroParisTech que Pierre et également. Nicolas. Ouais, je peux te présenter un petit peu les profils. Ouais, tout à fait, Du et surtout coup, comment vous vous êtes rencontrés et comment s'articule le rôle de chacun au sein de votre startup? ouais, avec plaisir. Bah, du coup, je suis associé avec Pierre Mignon, qui est du coup en charge des sujets opérations et finances chez nous, qui a été formé chez Danone et Unilever notamment avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il a fait du lancement d'innovation food chez Unilever, de la gestion d'opérations d'usine également. Donc, bah, il est aujourd'hui très bien positionné pour travailler sur ces sujets de structuration, RH, finance, industrialisation chez Edonia. Il était également mon associé dans mon entreprise précédente, donc on se connaît déjà bien. Et au-delà de ça, on est amis depuis une dizaine d'années. On a été en colocation, on a forgé nos convictions entrepreneuriales ensemble, on va dire. On a un autre associé qui s'appelle Nicolas, qui lui est le scientifique de l'équipe, diplômé d'AgroParisTech, formé chez Le Safre. Donc il a déjà, lui, construit, développé vraiment de la phase recherche à la phase industrialisation des ingrédients alimentaires à partir de micro-organismes chez Le Safre. Et il est convaincu, comme nous, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est réunis pour le coup, du potentiel des micro-algues, des micro-organismes et des micro-algues plus spécifiquement pour l'alimentation humaine. Donc voilà, on partage vraiment la même vision, la même conviction, et on est très complémentaires tous les trois. Parce que moi, du coup, bah, j'ai un background plutôt business. Je me suis formé à la culture de la spiruline après ça, et j'ai eu quelques expériences entrepreneuriales sur ce sujet. Et du coup, je suis plutôt en charge du, du développement marché, de la commercialisation de nos ingrédients, de la compréhension des attentes des agro-industriels, et de vraiment travailler sur la connexion de notre innovation aux applications de nos futurs clients. Donc voilà, un trio complémentaire relativement classique, business, opération, finance et sciences. Euh, et je le disais, ben, un dernier cofondateur un peu particulier qui est AgroParisTech Innovation, qui a créé la société avec nous et qui a toujours une petite portion du capital en échange de l'apport très précieux qu'ils ont eu sur le développement de notre procédé. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est aussi original comme montage. On peut considérer que c'est un incubateur, AgroParisTech Innovation? Comment vous les définissez? Oui, tout à fait. En fait, la structure incubateur d'AgroParisTech s'appelle le Food in Lab. C'est voilà, une organisation qui réunit des startups, et qui les aide sur de nombreux sujets un peu classiques d'incubation, mais qui surtout les connecte avec le savoir-faire scientifique et technique d'AgroParisTech au travers de projets étudiants et surtout de collaborations de recherche avec des chercheurs de leurs unités mixtes de recherche, Safe Food en l'occurrence, conjoint INRAE AgroParisTech. Donc voilà, c'est ce qui a créé ce rapprochement. Et nous, on est allé un peu plus loin dans le rapprochement parce qu'on a vraiment collaboré de façon très très proche avec les enseignants-chercheurs sur le développement de notre technologie, ce qui a justifié le fait qu'on ait envie de, voilà, de s'associer, en fait, de cofonder Edonia ensemble pour vraiment témoigner d'un rapprochement très fort. Donc ça a été considérablement important dans notre développement, en effet, notamment sur la phase recherche, construction de propriété intellectuelle, création du procédé à l'échelle laboratoire. Et comment ça s'est passé? C'est vous qui, avec votre problématique de spiruline, vous êtes allés les voir en leur disant: «Est-ce que vous pouvez nous aider à rendre ce produit-là, meilleur, avec une meilleure texture, un meilleur goût?» Ou à l'inverse, c'est eux qui avaient, travaillé déjà sur cette matrice matière première, de spiruline? C'est un petit peu les deux. Nous, on est vraiment venu avec une connaissance avancée sur la matière, sur les microalgues et sur ce qu'on pouvait en faire. Par contre, ce qu'on est venu chercher chez eux, c'est bah, une connaissance extrêmement profonde et large sur des sujets de création de textures, de transformation des matières protéiques. Et là où on s'est vraiment rejoint, c'est sur la volonté de travailler à de la création de goût et de texture par des procédés naturels qu'on évoquait un peu plus tôt dans la discussion. Ça, pour le coup, c'est des sujets sur lesquels eux avaient vraiment envie de s'investir, sur lesquels ben,
il y a des vraies velléités d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue scientifique, de vraiment comprendre comment on peut créer du goût et de la texture sans passer par de l'hypertransformation. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on s'est rejoint, que nos visions ont parfaitement concordé, et ce qui nous a permis d'embarquer des enseignants-chercheurs vraiment de haut vol parmi les meilleurs scientifiques sur ce sujet en Europe dans notre réflexion. Et j'en profite pour saluer par exemple Paul Menu, qui est une des personnes qui nous a vite fait confiance et nous a beaucoup conseillé d'un point de vue scientifique, qui a compris le potentiel de ce qu'on cherchait à faire et qui a investi pas mal de son énergie pour nous aider à vraiment mettre au point ce procédé, ce qui n'était pas une mince affaire et ce qui a été le fruit de beaucoup de travail, euh, dont AgroParisTech et ses enseignants-chercheurs ont été vraiment au centre. Donc voilà, c'était un sujet de réflexion assez avancé chez eux sur les microalgues, mais c'est surtout ce sujet des alternatives protéiques moins transformées qui nous a beaucoup réunis. Et ce procédé, il serait exploitable, déclinable sur d'autres matières premières que les microalgues, chez vous ou chez d'autres startups? Oui, tout à fait. Alors pour le coup, nous, on considère qu'il y a une telle opportunité sur les microalgues que ça va rester notre champ de prédilection et de concentration. Ce qu'on a déjà testé, je t'en parle un petit peu en introduction, c'est que ça va fonctionner sur d'autres souches de microalgues. Ça pourrait fonctionner sur d'autres micro-organismes, mais voilà, pour l'instant, on n'a pas envie de se défocus. On a compris que là, ce qu'on arrivait à faire, ça avait de la valeur pour l'industrie. On a beaucoup de challenges maintenant pour l'exécuter, notamment celui de transférer cette technologie à l'échelle industrielle. Je pourrais t'en parler un peu plus spécifiquement. Donc, on a un vrai premier focus sur les microalgues. Je te rejoins sur le fait qu'on a une belle profondeur de champ de recherche technologique derrière, et l'hédonisation est plutôt une plateforme technologique qu'un procédé qui va fonctionner que sur une seule souche de microalgues. Mais on a déjà beaucoup à faire sur les microalgues avant d'explorer plus largement. Mmh. Et Le fait est, pour préciser ma réponse, que ça ne fonctionnerait pas, par exemple, de la même façon sur du soja ou du pois, puisque, comme je te l'expliquais oui, un petit voilà. peu, on va jouer sur des spécificités présentes dans certains micro-organismes. Donc, on ne pourrait pas se servir de l'hédonisation pour texturer d'autres matières végétales qui ne partagent pas quelques éléments en commun avec les micro-organismes qu'on a déjà réussi à traiter. Ouais, c'est vrai parce qu'on pourrait penser spontanément à ça puisqu'on utilise beaucoup les protéines des légumineuses et le pois en numéro un pour faire des alternatives végétales, Ouais, avec tout à les fait. défauts qui peuvent aller avec Ce aussi qu'on au niveau arrive à, gustatif, hein. bien sûr. Ce qu'on arrive à faire par contre, et on a des très beaux projets de développement en cours, c'est de faire des hybrides microalgues végétales. Et ça fait vraiment sens pour aller chercher la complémentarité entre les deux matières, que ce soit d'un point de vue goût, texture et surtout nutrition. Euh, on arrive à faire des très beaux hybrides microalgues soja, microalgues pois par exemple. Donc il est probable que notre gamme aussi s'étende vers ce type de matrice. Et est-ce que vous avez travaillé également des hybrides, microalgues et viande? Puisqu'on voit aussi apparaître ce type de produit hybride sur le marché, des alternatives. Donc on mélange du produit animal avec du produit végétal. Ouais, tout à fait. C'est un très bon sujet, je suis content que tu en parles. Alors, pas nous directement, mais nos clients. Et nous, en gros, ce qu'on a observé, et on l'a un peu exploré en interne avant de le présenter à nos clients, c'était qu'on avait une très belle combinaison de notre ingrédient, Edo 1, notre égrené, avec des matrices à la viande. Et en effet, on a aujourd'hui beaucoup de demandes des agro-industriels, notamment ceux qui ont de l'expertise et une activité sur la viande, pour créer des produits hybrides qui ont vocation à, en gros, réduire leur impact environnemental et améliorer le score santé, on va dire, au global de ces produits, comme une boulette de viande. Et on a fait la démonstration, c'est bluffant, je te ferai goûter quand on aura l'occasion, que une boulette de viande qui contiendrait 25% de notre produit microalgues, en combinaison avec d'autres matières animales, était meilleure en goût qu'une version 100% viande. Donc au-delà de venir renforcer le profil nutritionnel en réduisant le gras saturé, en augmentant le taux protéique, en apportant encore plus de micronutriments, eh ben, on a aussi un superbe effet texturant parce que notre grain moelleux, il permet d'apporter un peu d'humidité au cœur de la boulette et de faire une boulette qui est finalement plus moelleuse avec une belle sensation de gras, de moelleux super plaisante. Donc c'est des réflexions et même des travaux, des preuves de concept qu'on a en cours
avec certains agro-industriels de la viande qui réfléchissent comme tous à ces sujets de végétalisation et qui trouvent dans notre solution quelque chose de très complémentaire et de très différent à ce qu'ils ont déjà testé sur, euh, sur du pois ou du soja que tu citais, parce que comme on est sur un nouveau monde, un nouveau paradigme avec les microalgues, on a aussi des specs techniques qui sont assez inédites et qui du coup sont parfois des superbes clés pour des développements de produits et qui permettent de résoudre des challenges de texture et de goût dans ce contexte de végétalisation complète ou partielle qu'ils n'avaient pas trouvé dans d'autres solutions. Donc ouais, c'est très prometteur et nous on est très heureux en fait de collaborer avec cette industrie, d'être potentiellement un outil pour eux à la végétalisation parce que c'est dans notre mission de substituer des matières protéiques pour œuvrer vers une alimentation plus durable. Mais on n'est pas du tout fermé à le faire avec des gens qui ont déjà une activité existante sur la protéine animale. Au contraire, si on peut créer des solutions et les accompagner vers la végétalisation, on considère que c'est des très bons acteurs en fait pour le faire. Donc on collabore avec eux sur ces sujets sur lesquels on a des résultats extrêmement prometteurs. Ouais. Très intéressant, oui. Et votre ingrédient aujourd'hui, il est numéroté, il s'appelle Edo 1. Est-ce que ça veut dire que ça appelle d'autres Edo à venir? Oui, tout à fait. On a en effet un premier ingrédient, le Edo 1 qui est cet égrené moelleux qui est vraiment prêt à l'emploi, qui est très facile à utiliser pour le food service ou pour les agro-industriels. On le vend surgelé grain par grain, donc on peut vraiment juste le prendre et le mettre dans une sauce tomate pour avoir une bolognaise végétale riche en protéines, clean et assez agréable à déguster. Donc ça, c'est notre premier ingrédient. Effectivement, on l'a numéroté, c'est un nom de code. On va voir comment on construit notre gamme, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui viennent derrière. La première chose, c'est un ingrédient qui est un peu plus déshydraté, un peu plus concentré pour aller travailler spécifiquement sur des sujets d'enrichissement nutritionnel. On a beaucoup parlé d'alternatives à la viande, mais on a vu que notre ingrédient était surtout en fait un nouvel ingrédient protéique et qui pouvait trouver d'autres applications, notamment celle de rehausser le profil nutritionnel de divers produits alimentaires. Je peux te citer du pain, du gâteau, des gâteaux au chocolat, des barres protéiques, des crèmes desserts, des crèmes chocolatées, des choses comme ça, sur lesquelles on a des très bons résultats aussi en alternative à la protéine laitière et au mix de micronutriments qu'on trouve beaucoup dans des produits qui ont vocation à servir le marché de la nutrition sportive, de la nutrition médicale, de la nutrition des seniors, en gros tous les sujets d'enrichissement protéique et en micronutriments qui sont souvent faits par des isolats protéiques et des mix de micronutriments. Nous, notre ingrédient, dans son petit système gélifié de forme de grain, il donne une super opportunité à des industriels de faire de l'enrichissement qui permet un meilleur niveau d'acceptabilité. En général, on a des meilleurs résultats sur le goût et la texture de ces produits enrichis quand on enrichit avec notre ingrédient. Donc voilà, c'est un deuxième gros champ d'application. Pour l'instant, on l'exécute avec le même ingrédient, mais la suite de notre développement, c'est de faire des choses un petit peu plus spécifiques pour adresser les différentes problématiques que rencontrent les agro-industriels. Donc voilà, si vous êtes un agro-industriel qui a ce sujet de se dire je cherche à faire de la performance Nutri pour améliorer mon Nutri-Score ou pour travailler sur des sujets un peu plus spécifiques d'enrichissement protéique, on va pouvoir proposer une réponse assez claire et précise pour répondre à ces besoins, au-delà du sujet de substitution de la viande. Ouais, ça c'est très original parce que c'est vrai que sur le marché des alternatives protéiques, très souvent, les startups, de votre style adressent uniquement le marché, on va dire alimentaire, aliments du quotidien. Et là, c'est intéressant d'aller sur des marchés plus de nutrition spécialisée comme, la dénutrition, les compléments nutritionnels oraux là que tu évoques, qui pour le coup sont Oui, assez, tout à fait. traditionnels dans leur approche et vont aller sourcer leurs protéines. Essentiellement, c'est des protéines de lait, de lactosérum qui sont utilisées aujourd'hui. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et en fait, c'est des marchés sur lesquels il y a énormément de problématiques à régler. Pour le coup, c'est quelque chose qu'on a beaucoup exploré ces derniers mois et on voit en fait que il y a des sujets qui sont pas encore résolus et qui sont vraiment considérables. Moi, ce qui me
choque particulièrement, c'est le niveau de gaspillage qu'il peut y avoir sur ces produits enrichis dans des contextes d'alimentation médicale, où les produits enrichis sont parfois difficiles à consommer pour les personnes cibles, pour les patients, qui peuvent avoir des sujets voilà, de dysphagie ou ne serait-ce que de perte d'appétit et de capacité à s'alimenter. Parce que les produits enrichis avec des protéines laitières ou d'autres protéines végétales et ces mix de micronutriments, une fois stérilisés, il peut y avoir des problématiques de création de texture, de grumelage, d'épaississement, des choses comme ça qui les rendent un peu complexes à consommer. Donc on a découvert en travaillant avec cette industrie qu'on pouvait apporter une solution à ça et à créer des produits enrichis qui ont une meilleure capacité à être consommés par les patients, ce qui permet aux établissements d'être vraiment mieux dans l'accomplissement de leur mission, qui est de lutter contre la dénutrition et de travailler par l'alimentation à la meilleure santé de leurs patients. Et puis de ce fait, voilà, qui réduisent le gaspillage potentiel de ces produits. Donc voilà, pour le coup, c'est un marché sur lequel il y a beaucoup de choses à résoudre, qui a besoin d'innovation. Et on arrive avec notre ingrédient et notre savoir-faire aujourd'hui à proposer des clés aux industriels et aux chefs qui travaillent sur ces problématiques d'enrichissement, d'alimentation enrichie, d'alimentation santé nutritionnelle. C'est quoi les grandes actus 2025 de Edonia? Qu'est-ce qui va vous occuper, dans l'année qui vient? Tu parlais tout à l'heure de transfert industriel, je ne sais pas si c'est l'une des grosses actus? Oui, c'est l'une des grosses actus, tout à fait. On a fait une belle levée de fonds il y a maintenant 6 mois avec Asterion Ventures qui a vocation à nous permettre d'industrialiser notre solution. Et l'industrialisation, nous, on va l'exécuter en interne, c'est-à-dire on va monter et exécuter notre outil industriel pour exécuter à grande échelle l'hédonisation, ce procédé de transformation. Et on a déjà bien débuté cet été, puisqu'on est passé de l'échelle laboratoire à l'échelle de pilote industriel. Donc une des grosses actus de cette année, c'est de continuer la montée en capacité de notre pilote industriel, qui est déjà fonctionnel aujourd'hui et qui nous permet de délivrer nos premières commandes à nos premiers clients sur des logiques de test marché. Donc ça, voilà, c'est le gros sujet de 2025. C'est continuer d'augmenter notre capacité de production au travers de ce pilote et bientôt de notre première usine. Euh, Autour de ça, on a le sujet du lancement commercial et de la prolongation, on va dire, des preuves de concept et des tests avec nos futurs clients. Aujourd'hui, on réalise des logiques de co-développement avec des acteurs qui utilisent notre ingrédient pour formuler des produits pertinents à partir de notre ingrédient. Et c'est une logique très collaborative où on explore avec eux, on écoute leur feedback, on réadapte notre produit, on délivre de plus en plus de quantité pour qu'ils puissent maturer leurs tests. Donc ça, c'est le deuxième gros pan de notre activité, celui de la négociation, de, du fait qu'on va réserver nos premières quantités à nos premiers clients et de continuer d'explorer les usages. Et enfin, le troisième gros sujet, c'est celui de l'amélioration continue de notre procédé, de notre produit, de l'extension de la gamme. Je t'en parlais un petit peu, mais voilà, de toujours peaufiner notre technologie d'hédonisation pour permettre de créer la belle gamme de produits qui est réellement attendue par nos futurs clients, de bien comprendre leurs besoins, leurs retours et toujours exceller dans notre capacité à les servir avec un ingrédient qui répond bien à leurs problématiques. Donc voilà, on a beaucoup de boulot cette année, mais on est maintenant bien structuré, bien organisé, on a recruté une équipe compétente pour le faire et on est super motivé pour ça. Donc on a hâte des mois qui arrivent devant nous. C'est combien de personnes l'équipe aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 10 personnes. Elle va continuer de croître un petit peu dans les prochains mois. Et puis ensuite, on aura une nouvelle phase de croissance après notre prochaine levée de fonds, puisqu'en 2025, une autre de nos actualités, ça va être d'enclencher une seconde levée de fonds pour vraiment aller encore plus haut et plus vite dans notre industrialisation. Parce Mais que on a là, déjà une aujourd'hui, à belle date, équipe vous avez talentueuse. levé combien? On a levé un peu plus de 2 millions d'euros avec Asterion Ventures, complété par des fonds de la BPI et de la dette, de la subvention un peu classique. Ce qui nous permet, je te le disais, de faire cette première belle étape de transfert industriel, d'avoir recruté cette équipe de talents et d'aller tester le marché avant de refaire une étape de financement pour vraiment prolonger la logique de développement et de monter à l'échelle industrielle.
Mmh. En termes d'accompagnement, donc, tu as cité BPI, vous êtes aussi accompagné par, EIT Food, j'ai vu. Tu Tout à peux nous fait. dire, en quoi consiste ce type d'accompagnement et qu'est-ce que ça vous apporte? Oui, nous on a participé au programme EIT Food Seedbed, qui est un programme d'accompagnement pour c'était donc en 2023, pour les entreprises, technologiques de l'alimentation durable. On en a énormément retiré en termes de réseau et surtout d'accompagnement sur la, la compréhension de notre marché et la façon dont on connecte notre recherche et développement avec les attentes des industriels. On a récupéré beaucoup de méthodes, d'insights, de retours d'expérience, de mise en relation avec les agro-industriels pour être sûr qu'on développait un produit qui collait vraiment aux attentes du marché. Et c'est une des clés aujourd'hui de notre réussite, c'est ce type d'accompagnement qui nous permet d'avoir vraiment une très forte traction marché, beaucoup de demandes commerciales, parce qu'on a bien compris quels étaient les challenges et les problèmes à régler dans l'industrie et comment notre ingrédient permettait d'apporter une réponse à ça. Donc, en effet, ouais, le réseau EIT Food, et puis on a été accompagné, accéléré, c'est toujours le cas, par le Fooding Lab d'AgroParisTech, je t'en parlais un petit peu en introduction, et par 21st, qui est l'accélérateur de Centrale Supélec, avec lesquels on a aussi des sujets de collaboration, de recherche, et qui nous aident beaucoup aussi sur nos problématiques transverses, donc des structures d'accompagnement, la BPI sur des sujets de financement, et puis on a construit autour de nous un board d'advisors au travers de la levée de fonds avec Asterion, puisqu'ils ont un modèle qui est couplé à des business angels qui nous aident aussi dans notre développement. C'est un board qu'on avait construit aussi avant de lever des fonds. Donc voilà, on a autour de nous des personnes extrêmement talentueuses qui nous accompagnent sur nos sujets clés. Je pourrais citer par exemple Laurent Cardinali, qui a été vice-président monde de Mondelez et de Danone sur des sujets d'industrialisation et qui du coup est d'une aide précieuse quand il s'agit de travailler nos sujets d'industrialisation. Et sur tous ces secteurs-là, business, science, finance, on a des advisors de renom, de qualité et de talent qui nous aident à bien travailler sur notre mission. Mmh. Si on prend un peu de hauteur, c'est quoi ta vision du marché des alternatives, protéiques aux produits animaux? On va parler plutôt côté food de tous les jours. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, des meat substitutes, des marques américaines qui sont arrivées, plus ou moins sur le marché européen, les Beyond Meat, Tout à fait. Impossible Food et cetera. Voilà, c'est quoi ta vision de ce développement de ce marché, dont on sait qu'en France, il se développe, mais peut-être pas Ouais. aussi vite qu'on pouvait l'imaginer? Quels sont les freins et les accélérateurs? Ok, bah déjà écoute, le constat, hein, tu le dis un petit peu, le niveau de pénétration de ces alternatives, il oscille entre 1 et 2% par rapport à ce qui est consommé en termes de protéines animales. Donc en effet, il y a énormément de place pour prolonger ce mouvement de végétalisation et nous, on cherche à apporter une solution à ça, hein, tu l'as bien compris. Donc voilà, déjà on part de loin, il y a encore énormément de choses à faire. Il y a des éléments de croissance qui pour le coup sont réels. Euh, on peut en perdre un peu la perception parce qu'on a entendu des bad buzz un peu de Beyond Meat, Impossible, sur lesquels je reviendrai, mais le fait est que c'est quand même des sujets qui sont toujours en très forte croissance. On a des taux de croissance de presque 10% selon les zones dans le monde, mais voilà, c'est quand même une tendance qui est vraiment en mouvement, et les prédictions sur les années à venir, ça continue à croître très fortement, donc c'est quand même un marché d'appui. Par contre, on a eu en effet des déconvenues, des choses qui sont allées un peu moins vite que prévu, et des promesses un petit peu non tenues sur ce sujet de la végétalisation. Euh, En témoignent les décrochages de valorisation de Beyond Meat, Impossible, qui font partie, en gros, de la seconde génération d'alternatives à la viande. Il y en a une première qui était un peu les choses qui sont apparues dans les années 70-80, qui étaient des matières qui n'étaient pas forcément au niveau en termes de goût. Il y a eu cette deuxième, mais qui était quand même assez naturelle et intéressante. Il y a eu cette deuxième génération qui s'est dit, OK, par la science de l'aliment, on va faire quelque chose qui mime la viande au plus haut point, à tel point que c'est presque plus discernable par le consommateur. Ça a été des superbes prouesses technologiques et beaucoup de promesses, mais qui ont fait face à ce qui apparaît aujourd'hui comme une évidence, mais qui n'était pas à l'époque, c'est la réticence du consommateur par rapport au sujet de l'hypertransformation. Puisqu'en fait, le mouvement de végétalisation de l'alimentation, il est aussi corrélé à une logique de santé, environnementale certes, mais aussi de santé. Et ça vient en contradiction avec le niveau d'hypertransformation sur laquelle on a pu tomber sur ces alternatives à la viande. Un égrené alternative au bœuf haché de Beyond, c'est 19 ingrédients, c'est parfois de la méthylcellulose, des marqueurs d'hypertransformation très forts.
Et voilà, aujourd'hui, on sait qu'un Européen sur deux évite les alternatives à la viande parce qu'elles sont trop transformées. Plus de 50%, donc c'est vraiment considérable. Et ça, en fait, ça fait émerger une troisième génération d'alternatives à la viande. Et c'est ça la grosse tendance que j'observe sur ce secteur, qui va être plus sur le naturel. On va retrouver des matières un peu moins transformées, on va commencer à éviter les marqueurs d'hypertransformation, on va réduire un peu la liste d'ingrédients, quitte à assumer en fait des goûts concret, réel du végétal, mais des goûts percutants, plaisants, qui délivrent vraiment, mais qui peuvent être un petit peu décorrélés de cette logique de mimétisme absolu de la viande. Et ça, c'est la troisième génération d'alternatives à la viande, sur du goût vrai et du moins transformé. C'est là qu'on voit qu'il y a des belles percées dans nos rayons, des très belles performances de start-up ou d'agro-industriels qui prennent un peu le relais d'une génération qui est peut-être allée un peu trop loin dans l'hypertransformation. Et c'est là-dessus que nous, on peut apporter des réponses concrètes en tant qu'ingrédientiste pour travailler à l'émergence de cette nouvelle génération d'alternatives à la viande. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je lis les choses et je pense que c'est là-dessus qu'on va avoir des des beaux relais de croissance. Et qu'est-ce que tu penses de la quatrième génération, si on peut l'appeler comme ça, qui est la viande cellulaire, la viande in vitro, qui Ouais. commence à arriver? Alors elle n'est pas autorisée encore en Europe et cetera, mais on commence à la voir, être autorisée réglementairement dans certaines géographies, comme à Singapour, en Israël et cetera. Voilà, c'est quoi ta vision du développement de ce marché-là? En fait, elle est très prometteuse et pour le coup, je le suis avec une attention particulière. Hem, pour moi, c'est quelque chose d'un peu plus moyen long terme, dans le sens où, tu le citais, il y a des gros freins réglementaires et on sait que ça met un peu de temps à arriver. Il y a aussi, aujourd'hui, des vrais sujets, de scaling de ces technologies et notamment de leur capacité à s'aligner d'un point de vue prix à la réalité du marché et on a vu, on a compris par l'expérience que bah, aujourd'hui, on était quand même drivé par le prix hein, sur ces marchés, par le plaisir certes, mais par le prix qui tombe souvent dans les indicateurs de préférence réels de consommation des gens. Donc, c'est des technologies qui sont à suivre et du coup, bah, il y a beaucoup de startups et tout un écosystème qui travaille à les rendre réelles. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas encore parier dessus. Là, dans le concret de ce que va être 2025, 2026, 2027, le temps qu'on arrive à faire les prouesses technologiques qui permettent de les délivrer à grande échelle, de les délivrer au bon prix et de les aligner avec la réglementation. Donc voilà, affaire à suivre. Je suis tout ça avec beaucoup d'intérêt et je pense qu'il y a un potentiel énorme, mais c'est pas tout à fait une réalité aujourd'hui comme on peut le faire avec du pois, du soja et grâce à nous des microalgues. Ce sera, comme tu le disais, plutôt une nouvelle génération. Et moi, ma conviction profonde pour prendre encore plus de recul par rapport à tout ça, c'est qu'il n'y a pas de solution parfaite. Et je suis convaincu que la réponse est dans la diversification et un peu, on va dire, l'empilement de ces différentes solutions, que le monde de demain ne sera pas 100% végétal, 100% microalgues, etc., mais qui sera justement un peu plus large et un peu plus complet, où il y aura toujours, certes, une part de protéines animales, du végétal comme ça émerge bien aujourd'hui, des microalgues, d'autres micro-organismes, on pourra en citer beaucoup d'autres hein, qui sont passionnantes, peut-être des insectes, du mycélium, de la viande cellulaire, et qu'on va construire petit à petit notre panel un peu plus diversifié de sources protéiques. Et nous, on a vocation modestement à apporter notre pierre à cet édifice-là en travaillant spécifiquement sur ce sujet des microalgues. Bon, super intéressant. Écoute, Hugo, c'est l'heure de la question signature de ce podcast. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Toi, Hugo, qu'est-ce que tu as fait d'impossible? On a positionné la spiruline comme une alternative à la viande. Et pour le coup, c'est une question qui revient souvent par nos investisseurs. Comment ça se fait que les personnes n'aient fait ça avant vous? Euh, Parce que tous les gens qui nous écoutent, qui ont déjà mangé de la spiruline en poudre, je pense que ça paraît intuitif à personne de se dire qu'on peut, comme on l'a fait, le transformer pour le remplacer du bœuf haché dans une sauce bolognaise, par exemple, et de se dire, on va se régaler avec une sauce bolognaise qui est faite à partir de cette matière. Quand on connaît aujourd'hui la forme à laquelle est proposée les microalgues, ça semble complètement impossible de se dire qu'on va faire de cette matière une alternative à la viande hachée. Et c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, ce serait ma réponse.
Ouais, je pense que c'est un très très bon exemple de quelque chose qui était impossible, qui est en train de devenir une réalité. Et ça, c'est encore une fois la magie de l'entrepreneuriat. Bah, écoute, Hugo, merci beaucoup pour ton temps et pour nous avoir fait plonger au sens propre comme au sens figuré dans l'univers de la spiruline et de ses applications alimentaires. On a hâte de pouvoir goûter à grande échelle des produits qui intègrent votre ingrédient et vos gammes d'ingrédients qui seront commercialisés bientôt. On peut Ben, merci. prévoir ou parier sur une commercialisation à quel horizon de produits finis qui intègrent vos solutions? Elle est déjà réelle sur certains petits marchés en test et de façon assez discrète. Et des produits dans les rayons, ça va apparaître en 2025. On a des beaux projets dans les tuyaux. Donc début 2025, vous pourrez retrouver des produits qui intègrent notre ingrédient dans vos supermarchés ou dans votre offre food service. Et en attendant, bah, pour tous ceux qui voudraient goûter des applications, des échantillons, vous trouverez notre contact sur le site edonia.com. Donc, si ce qu'on s'est dit là a attisé un peu votre curiosité, on a toute une équipe, et moi le premier, disponible pour vous en dire plus, faire goûter des applications. Ça vaut le coup d'être testé. Donc, voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi sur edonia.com. Ravi de prolonger les discussions avec des échantillons à ceux que ça intéresse. Je te remercie sincèrement pour l'invitation. C'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Eh ben, écoute, plaisir partagé. Je pense que ça va intéresser beaucoup tous les gens qui nous écoutent. Là, on est vraiment sur les sujets de l'alimentation de demain, sur la valorisation d'un ingrédient qu'on connaît depuis très longtemps, à la fois pour ses applications alimentaires et nutraceutiques, plutôt les Tout à fait. compléments alimentaires. Donc voilà, on est vraiment au cœur de notre sujet dans le podcast Culture Nutrition. Donc encore merci à toi et Merci beaucoup. très bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut! Au revoir.